Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans votre émission dominicale Zone Franche. Nous proposons ce matin de vous faire le point du processus d'actualisation du fichier électoral national. Un processus qui devrait en principe avoir pris fin depuis janvier. Qu'est-ce qui peut expliquer ce rendez-vous manqué du COS Lépi? La question sera faite à son président, Jérémy Adomaou, député Union progressiste à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlerons également avec vous de l'animation de la vie politique nationale en lien avec les nouvelles lois qui régissent désormais la vie politique dans notre pays. Je suis avec Tanguy, comme c'est désormais de coutume pour conduire cette émission. Tanguy, bonjour. André Dossa, bonjour. Honorable, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Canal 3 Bénin. André Dossa a commencé par le dire, il y a un rendez-vous que vous avez manqué justement en janvier. La liste devait être prête depuis le 31 décembre dernier. Pourquoi ça ne vient pas, honorable? Et je vous remercie pour cette invitation encore une fois sur Canal 3 et je profite pour saluer les téléspectateurs et tout le peuple béninois entier. Et ce n'est pas un rendez-vous si tant manqué, c'est vrai qu'il était prévu, il était envisagé que la liste soit donnée le 15 janvier au plus tard et nous avions pris l'engagement ici sur le plateau même de travailler, mon équipe et moi, pour la remettre le 31 décembre 2019 au plus tard. Mais qu'il vous souvienne qu'après les événements des élections législatives, il y a eu un dialogue politique au niveau national qui a regroupé tous les partis politiques. Et de ce dialogue, il y a eu de grandes décisions et donc beaucoup de propositions de loi ont été introduites à l'Assemblée nationale, dont le code électoral. Et comme on sait bien que c'est ce code qui régit toutes les activités d'actualisation de la LEPI, et il a fallu patienter un peu pour voir les grandes décisions issues du vote de ce code, avant de voir s'il y a des réajustements à faire. C'est ce qui a freiné un peu le processus à notre niveau et qui a fait qu'on n'a pas remis la liste comme attendu au plus tard le 15 janvier passé. C'est vrai que le COS Lépi est meublé de députés à l'Assemblée nationale, mais pourquoi les lois, le dialogue politique, la correction du code électoral, pourquoi on n'a pas pu faire en sorte que ça ne suspende pas le processus d'actualisation du fichier électoral national? Non, c'est difficile. Vous savez, à l'Assemblée nationale, une loi ne sort pas comme elle est rentrée. Vous savez, donc c'est difficile d'anticiper surtout et de savoir d'office ce que le nouveau code donnera comme directive en matière d'actualisation de la liste. Et comme vous l'avez vu avec nous tous, ce n'est pas une actualisation du code électoral, c'est carrément un nouveau code que nous avons voté à l'Assemblée nationale. Et ce nouveau code ne dit que dans cette disposition transitoire que le COS continue et se renouvelle jusqu'en 2021. C'est ça qui nous a rassurés et nous a permis encore de revoir notre agenda, notre chronogramme pour reprendre nos activités. Donc c'est ça qui justifie un peu le fait qu'on n'a pas pu remettre la liste à la date envisagée au départ. Mais de façon plus concrète, qu'est-ce que le code électoral aura en tout cas changé dans le fond au processus d'actualisation de la LEPI? Bon, je retiens deux dispositions. La première qui dit que le COS continue et se renouvelle jusqu'en 2021. Et la deuxième qui dit que la liste électorale doit être remise 60 jours avant la date des élections. Et comme le corps électoral a été convoqué pour le 17 mai 2020, ça veut dire qu'au plus tard, le 17 mars, nous devons remettre la liste à la Sénat et procéder à la distribution des cartes d'électeurs. Quid des autres dispositions contenues dans le code électoral et qui encadrent l'activité d'actualisation du fichier électoral national, savoir il faut avoir fini à telle date, déposer à la Sénat, une autre date pour distribuer les cartes d'électeurs, etc. Est-ce que le législateur a annulé toutes ces étapes qui ont souvent marqué le processus d'actualisation du fichier électoral national? Oui, justement, lorsque vous prenez le nouveau code voté, le nouveau code ne parle plus de l'installation du COS Lépi au 1er juillet comme l'ancien code. Le nouveau code ne dit plus qu'il faut remettre la liste le 15 janvier au plus tard comme l'ancien code le prévoyait, mais le nouveau code dit qu'il faut
remettre 60 jours avant le jour de vote. Et, 126, voilà, et avant ça, de publier la liste pendant 15 jours, 2 semaines, et donc de remettre. Donc voilà les grandes lignes qu'on peut observer aujourd'hui dans le nouveau code. Donc du coup, les anciennes dates, les anciennes échéances sont dépassées. Le plus important pour nous, c'est de tenir dans le délai des 60 jours avant le scrutin, de remettre la liste à la Sénat et de procéder très très rapidement à la distribution des cartes d'électeurs. Mais quand on voit le chronogramme, ça tient là, ça rassure. Le chronogramme tient bien et ça rassure, quand bien même le délai est assez court. Déjà que nous-mêmes, on s'était préparé depuis septembre, on a commencé nos travaux, on a beaucoup avancé dans les travaux de bureau, c'est les travaux de terrain qu'on n'avait pas, disons, très bien commencé pour aboutir à l'actualisation de la liste. Et donc, dès que nous avons repris nos activités en main, nous avons multiplié nos équipes pour tenir dans le délai. Donc, nous avons un chronogramme vraiment très, très limite, mais toutes les dispositions sont prises pour que nous tenions dans le délai pour remettre la liste à bonne date. Après la convocation du corps électoral par le chef de l'État, tout calcul fait, il me semble que vous avez 45 jours pour relever le défi de la mise à disposition de la Sénat de la liste électorale. À quelle étape êtes-vous aujourd'hui concrètement? Bon, donc disons 45 jours, oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà exécutées avant même ce nouveau délai de 45 jours. Puisque déjà le 21 octobre passé, on avait déjà fini la production des listes d'actualisation et procédé à l'affichage qui devait durer 3 semaines et finir le 11 novembre. Et donc cette phase n'ayant pas été activement menée, puisqu'on n'avait pas déployé les agents techniques d'actualisation d'arrondissement pour accélérer le processus. Et donc à la reprise, dans ces 45 jours, on a jugé bon refaire encore une partie de la phase d'actualisation, ce que nous avons relancé depuis le lundi 20, et cela a pris fin le jeudi 6 dernier. Donc tout ce week-end maintenant, nous sommes à l'étape du convoyage des requêtes des citoyens depuis les départements jusqu'au niveau central, jusqu'au COSLEPI. Et nous avons démarré le lundi les travaux, disons, le dépouillement de ces requêtes, et leur prise en compte. Et il y aura après ça une seconde étape. Cette phase va durer environ une semaine, 10 jours au bureau. Et à partir du 23 février, nos équipes vont repartir sur le terrain pour la deuxième phase de terrain, à savoir la phase qui consiste à recueillir maintenant les données biométriques et les photos et autres là des nouveaux majeurs. Et donc c'est suite à cette étape maintenant que nous allons faire les derniers traitements au bureau, le dédoublonnage et autres, et sortir la liste. Ça va durer combien de temps cette étape-là? Puisque c'est justement une étape assez cruciale, délicate aussi, et à laquelle parfois il y a quelques cafouillages. En tout cas, quand on voit un peu ce qui s'est passé par les années antérieures. Cette étape durera une semaine et nous avons pris les dispositions puisque nous avons l'estimation des nouveaux majeurs qui sont directement dans la base. Et donc, comme c'est une étape où on déploie les équipes dans tous les arrondissements, les 546 arrondissements du Bénin, avec une bonne sensibilisation, je pense que le tout est joué, on pourra tenir dans ce délai d'une semaine. Vous avez redéployé sur le terrain les agents départementaux, communaux d'actualisation. On sait qu'après la léthargie qu'a connue le COSLEPI, en lien donc avec ce nouveau code électoral, beaucoup d'agents ont grogné sur le terrain, ont manifesté leur mécontentement. Est-ce que vous avez réussi à les convaincre de revenir, de reprendre le travail? Oui, bon, le problème qui s'était posé, lors de la période où nous avons freiné un peu nos activités, compte tenu des changements majeurs dont je vous ai parlé, et nous n'avons pas payé ces acteurs-là, les acteurs d'actualisation, les CCA. Généralement, c'est souvent ça. Parfois, même au bout du processus, ils sont toujours à réclamer leur solde. Si on peut parler de solde, c'est quand même curieux. Non, cette fois-ci, il faut comprendre le contexte. Vous avez observé que depuis l'avènement du président Talon, on ne fait jamais de prestations sur le terrain sans payer tous les acteurs qui ont été sollicités pour la tâche. Cette fois-ci, c'est compte tenu des difficultés, en tout cas, je ne vais pas parler de difficultés, des problèmes qui sont issus du dialogue politique
et qui ont amené le COS à revoir son agenda, ça a fait qu'on n'a pas payé à temps ces agents-là. Mais dès que nous avons relancé nos activités, ils ont été tous payés. Et donc, tout le monde est satisfait. Satisfait à 100%. Il n'y a pas un seul département où un agent va dire qu'il n'a pas été payé à la date d'aujourd'hui. Vous avez parlé de requêtes, puisque nous parlons du fichier électoral national, donc de la liste électorale. Il est utile de monnayer certaines expressions pour que les citoyens comprennent. De quelles requêtes s'agit-il? Qui sont les citoyens concernés par ces requêtes? Bon, dans le cadre de l'actualisation, nous avons plusieurs requêtes. Nous avons les transferts. Les transferts, comme vous savez, ça dépend de la spécificité de l'élection. Nous allons aux élections communales et locales, donc une élection de proximité où c'est l'arrondissement qui est la circonscription électorale. Et donc, et comme il faut être électeur avant d'être éligible, tous ceux qui ont envie d'être candidats essayent de faire le transfert de leur ancien poste de vote vers l'arrondissement ou la commune où ils souhaitent être candidats. Et ceux qui aussi veulent aller soutenir des candidats X ou Y font des transferts pour aller dans des régions où ils pourront faire le soutien, la loi le permet. Donc, c'est une des requêtes que nous avons. Et nous avons aussi les demandeurs d'inscription sur la liste. Vous allez entendre, même il y a 72 heures seulement que la Cour a délibéré sur certains cas où ce sont des citoyens qui n'étaient pas dans la base, mais qui souhaitent participer aux élections et qui justifient les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas été enrôlés. Et là, la Cour donne raison à certains, et tous ceux à qui la Cour donne raison, nous avons l'obligation de les prendre en compte, de les intégrer dans la liste, dans le fichier. N'ont pas la patience d'attendre jusqu'en 2021, la nouvelle LEPI, avant de figurer dans le fichier électoral national. Non, ils sont citoyens à part entière, et dès que la Cour donne son approbation, nous avons le devoir de les intégrer au fichier électoral national. Il y a aussi des radiations des personnes décédées qui étaient dans la liste. Et la loi nous permet de les radier, mais à condition d'apporter les preuves. Justement, comment savez-vous qui est décédé et qui ne l'est pas pour pouvoir les radier? Oui, surtout que chez nous, c'est pas de coutume qu'on aille retirer les certificats de décès, etc., de faire des déclarations de décès. C'est vrai que trouver les preuves, c'est difficile, mais on arrive quand même à connaître parce que nous déployons nos équipes dans tous les villages du Bénin, avec des fiches d'enquête où les gens passent, les agents techniques d'actualisation avec les chefs de village, élargis même au conseil de village, tous les conseils locaux. Et donc, nous sommes informés des personnes décédées. La difficulté que nous avons en général, c'est la preuve. Puisque, bon, quand on dit preuve, un simple témoignage ne suffit pas. Et comme vous avez su bien le dire, nous n'avons pas coutume de prendre les certificats de décès. Donc il y a quelques rares cas où nous avons ces certificats, où nous procédons rigoureusement à la radiation. Mais pour les autres cas, c'est souvent resté en suspension. On n'arrive pas à radier faute de preuves. À ce propos, aucun COS, si mes souvenirs sont bons, n'a réussi à relever ce défi, à radier les personnes décédées. Pourquoi pensez-vous que vous, davantage, pourriez le faire maintenant? Non, nous aussi, on va réussir à le faire seulement dans les cas où nous avons une preuve, puisque il ne faut pas radier pour radier. Il ne faut pas radier pour radier. Comme la loi a exigé des preuves, il faut avoir la preuve avant de radier. Il ne suffit pas juste qu'on a été informé que telle personne est décédée. De toute façon, si, à défaut de radier, la carte d'électeur, comme il faut que l'individu même se présente pour retirer sa carte d'électeur, mais si éventuellement la personne était décédée, que la carte est établie et est là, et la carte ne pourra pas être distribuée. La preuve, on a quelques cartes non distribuées encore au niveau de l'agence nationale. 300 000 cartes, voulez-vous dire que elles appartiennent à des citoyens décédés? Il y a beaucoup, il y a des gens, il y a des personnes vivantes qui n'ont pas pu entre-temps retirer leur carte. Parce que lorsque on lance le processus et on donne un délai, bon, tous ceux qui n'arrivent pas à sortir pour récupérer dans le délai et qui ne se rapprochent pas de l'ANT pour retirer leur carte, la carte va toujours rester là. Mais il y a bon nombre de citoyens déjà décédés dont les cartes sont encore au niveau de... Moi, je veux bien revenir sur le délai. Alors, on est dans l'ordre du 15 mars. Aujourd'hui, c'est déjà le 9 février. Vous avez vu beaucoup d'activités citées par ici qui vous attendent. Véritablement, on peut tenir vraiment dans le délai là. On a une pression.
On peut tenir dans le délai. Et si à partir de lundi, vous arrivez de faire un tour au niveau de l'Agence nationale de traitement, vous allez voir qu'il y a des mouvements 24 heures sur 24. Puisque conscient du délai, de l'enjeu de ces élections, nous avons fait 3 équipes qui se relaient toutes les 8 heures pour travailler à partir de lundi là au niveau du traitement de toutes les requêtes que nous sommes en train de ramasser au niveau des différents départements. Déjà à partir d'hier, nos équipes sont, à partir déjà de vendredi, nos équipes étaient plus sur le processus d'actualisation a pris fin le jeudi 6. Donc depuis vendredi, nos équipes sont dans tous les départements pour prendre ces requêtes-là. Et les classements et le traitement vont commencer le lundi avec des équipes qui se relayent toutes les 8 heures, 3 équipes de relais. Et donc, nous n'avons pas de crainte de finir de donner la liste. Quelle est la physionomie que ça donne à peu près déjà à partir de ce que vous aviez déjà fait, de ce qui se fait sur le terrain actuellement et probablement de ce que vous attendez des activités qu'il reste? Quelle est la physionomie que dessine justement le fichier électoral? Bon, il sera difficile de donner avec précision certains chiffres, mais nous pouvons dire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, que nous aurons 41 853 nouveaux majeurs. Ça, c'est directement connu. Ça, c'est connu directement depuis la base. C'est des gens, ce n'est pas de nouvelles inscriptions. C'est des gens qui viennent d'avoir 18 ans, qui n'étaient pas sur la liste, qui viennent d'avoir 18 ans. Et quand on sait aussi que l'année dernière, pour les élections législatives, la liste a tourné autour de 4 900 et quelques, un peu moins de 5 millions, on peut dire qu'avec ces 41 853, la liste va tourner toujours autour de 5 millions. Maintenant, des chiffres avec précision, il faut finir les traitements pour voir combien de personnes sont radiées de la liste. Et nous pourrons revenir ici, vous donner les chiffres et les statistiques par département pour la liste qui va servir aux élections communales. La prochaine étape, vous l'avez dit, c'est la phase d'enregistrement complémentaire. En quoi va-t-elle consister? Oui, vous savez, les nouveaux majeurs dont nous parlons aujourd'hui, c'est des gens qui tournaient autour de 9 ans. En 2009, lorsqu'on a fait, disons, l'enregistrement de départ. Et donc, pour ces personnes, on n'avait pas pris les empreintes, on n'avait pas pris les photos et autres. Donc, du moment où maintenant on les a intégrés à la liste, et cette phase est importante pour nous. Nos équipes vont repartir sur le terrain et pour aller prendre ces informations complémentaires, les données biométriques, l'enregistrement des empreintes et la prise des photos pour nous permettre d'établir des cas d'électeurs à ces nouveaux majeurs. Et lorsqu'on voit un peu leur répartition sur tout le plan national, la période d'une semaine que nous avons retenue est suffisante pour nous, compte tenu des équipes que nous voulons déployer dans tous les 546 arrondissements du Bénin. Ça veut dire quoi? Je suis du 9e arrondissement de Cotonou. Si je suis nouveau majeur, je devrais me déplacer le moment venu dans le siège de l'arrondissement. Est-ce que partout sur tout le territoire national, tous les citoyens ont les mêmes facilités d'accès à leurs arrondissements quand on sait qu'il y a des localités très reculées du chef-lieu de l'arrondissement? Oui, bon, déjà avant le 23, avant que l'on ne démarre cette phase, nous allons encore beaucoup communiquer pour que les citoyens concernés soient informés du délai donné et puis aussi des dispositions qui sont prises pour les prendre en compte. Et nous avons aussi les agents techniques d'actualisation sur le terrain qui vont nous aider pour ça. Donc il peut arriver que l'agent technique d'actualisation avec l'opérateur KIT qui va prendre ces données-là se déplace du chef-lieu d'arrondissement pour aller vers les populations. Si on sent par exemple que dans un village il y a du monde, si c'est 2 ou 3 personnes, on peut demander qu'ils viennent au chef-lieu d'arrondissement. Mais si on sent que les nouveaux majeurs sont nombreux dans un village, l'équipe peut se déplacer, le binôme, l'opérateur quitte et l'agent technique d'actualisation, ils peuvent se déplacer vers le village pour les prendre en compte. Le fichier électoral vous renseigne sur les localités des personnes, des nouveaux majeurs concernés et avoir une idée du nombre. Nous avons toutes ces données et c'est en fonction de ça que nous allons déployer nos équipes pour tenir dans le délai d'une semaine pour ces informations complémentaires. Alors ma question maintenant va être un peu politique. On sait que le COSLEPI actuel est issu justement, je dois dire, des deux camps
politiques qui soutiennent le chef de l'État, qui sont représentés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une partie justement d'acteurs politiques chargés uniquement d'aller toiletter les tests? Quelle est la fiabilité, la crédibilité, quelle est la garantie justement que la partie exclue peut avoir du travail que vous êtes en train de faire? Bon, je comprends la préoccupation parce qu'aujourd'hui, les 9 députés, et majorité et minorité qui sont représentés au COSLEPI sont tous de la même grande famille politique, la mouvance, oui. Je comprends. Mais l'activité d'actualisation ne prend pas que en compte la majorité et la minorité à l'Assemblée nationale. Et comme vous allez constater sur le terrain, c'est une activité qui intègre dans la mise en œuvre, disons, tous les acteurs politiques et la société civile. Vous comptez les villages, les 5300 et quelques que nous avons, tous ces chefs de village quartier ne sont pas... Chez vous. La décision, c'est chez vous, c'est au niveau du COSLEPI. Oui, d'abord, déjà, l'AMT, l'Agence nationale de traitement, est un organe purement technique et travaille sans parti pris. Maintenant, au niveau de la supervision même du COS, nous sommes certes des acteurs politiques, mais notre travail n'exclut pas les autres, comme la loi l'a exigé, que ce soit la minorité et la majorité de l'Assemblée nationale qui soit représentée. C'est pour ça que cette fois-ci, de façon spéciale, et la minorité et la majorité sont tous de la même grande famille politique. Mais la loi permet à tout acteur politique, à tout parti politique, de venir s'imprégner de tout ce qui se fait jusqu'au niveau de l'AMT. La loi le permet. La loi permet à tout parti politique régulièrement constitué de s'intéresser à tout ce qui se fait sur le terrain comme activité d'actualisation depuis les villages jusqu'à l'arrondissement. Et comme je le disais tout à l'heure, tous les chefs de village et les chefs de quartier de ville ne sont pas Union progressiste ou Bloc républicain. Tous les chefs d'arrondissement du Bénin ne sont pas Union progressiste ou Bloc républicain. Tous les maires, les mouvements, les cathos, vous avez beaucoup de monde. Oui, bon, on ne peut pas refuser à quelqu'un de s'intéresser à un moment donné à un parti politique ou pas. Mais c'est de vous dire que bon, l'activité implique tout le monde, la société civile aussi acceptée. Et comme et les listes sont affichées et après traitement, les listes seront encore affichées avant d'être remises directement à la Sénat. Je ne pense pas qu'on puisse tricher. Donc, la fiabilité, je vous la garantis. La loi compte tenu même de la politique de se rapprocher du vous, de COSLEPI pour s'imprégner de la situation. Mais quelle garantie, justement, leur offrez-vous aux autres acteurs qui ne sont pas représentés au sein de l'organe que vous dirigez, que la liste qui va sortir de cette opération soit une liste fiable, crédible? On connaît la méfiance qui existe, ce ne sont pas entre vous, acteurs politiques. La méfiance, certes, la méfiance peut exister, mais dans le processus d'actualisation de la liste électorale, je ne vois pas à quel moment on peut tricher. Du moment où le processus prend en compte tout le monde, il faut afficher la liste au départ. Après traitement, il faut encore afficher la liste avant de la remettre. Donc si des gens ont des situations, à tout moment, ils peuvent dénoncer ou faire leur recours vers la Cour constitutionnelle qui est chargée du contentieux au niveau de la liste. Mais je ne pense pas qu'il n'y a aucun problème à notre niveau. Et je peux rassurer encore ici tous les acteurs politiques de la fiabilité, de la transparence, de tout ce que nous faisons et leur demander de se rapprocher de nous à tout moment. Nous sommes disposés à répondre à toutes leurs préoccupations sur l'actualisation du fichier électoral. Qui dit actualisation du fichier électoral, COSLEPI parle forcément d'argent, même si la tendance n'est plus fortement la même depuis l'avènement de la rupture. Honorable Jérémy Adomarou, vous pouvez demander combien de milliards pour mettre à jour le fichier électoral national en vue des prochaines élections comme il faut dire que c'est une activité qui demande beaucoup d'argent. Ce n'est pas que les COS qui se sont succédés exagèrent ou abusent. Lorsque vous voulez faire un travail vraiment bien, vous êtes obligé de demander les moyens conséquents pour le faire. Mais je peux vous rassurer que le COS 2019-2020 est le COS, c'est pas sera, est le COS qui a coûté le moins à l'État béninois. Puisque nous-mêmes, nous comprenons. Maintenant. Et combien de milliards donc
Non, il faut finir le processus pour pouvoir faire le point. Mais ce que je puis vous dire, c'est que à la fin du processus, on pourra venir ici. C'est quoi? C'est à terme, vous voulez définir maintenant combien vous avez dépensé ou bien vous avez fait des projections? Quelles sont vos projections, au fait? Non, nous avons fait des projections, mais il faut finir la mise en œuvre pour pouvoir faire le point correctement et savoir combien ça a coûté. Mais je peux vous dire que depuis nos prévisions, le COS LEPI 2019-2020 est le COS le moins cher. De tous les COS qui sont passés. Et je suggère que à la fin des travaux d'actualisation, quand on aura tout fini et remis la liste, que vous m'invitiez ici sur votre plateau, on va faire tout le point jusqu'au point financier. Je vous dirai risque parce que déjà exactement vous ne savez pas ce que ça va coûter. Peut-être à terme, vous ne pouvez pas le dire maintenant. Vous faites la comparaison déjà avec ce que les autres ont demandé. Non, déjà quand on voit le départ, c'est-à-dire l'estimation prévisionnelle, on peut déjà dire que c'est le COS le moins cher. Il y a une magie qui s'opère. Généralement, pour les COS qui sont passés, ils ont une prévision. Et parfois même quand le ministère des Finances passe pour son réajustement, ça fait pratiquement la moitié qu'on impose. Et pourtant, ils s'en sortent. Alors, comment ça peut s'expliquer, cette différence-là qu'on note entre les prévisions des COS et justement ce que le ministère et le gouvernement imposent et qui permet quand même de faire le travail? Ou bien on bâcle le travail, ou bien on a exagéré dans les prévisions. Bon, non, on dit que le gouvernement impose, c'est un peu exagéré. Le gouvernement n'impose pas. Vous savez, quand vous faites des prévisions, vous faites des prévisions, le gouvernement est dans son droit de faire des arbitrages. Vous allez au ministère des Finances pour défendre votre budget, pour discuter. Si se trouve qu'il y a des points dedans qui ne sont pas trop pertinents ou des points qu'on peut revoir à la baisse, on réajuste. Et c'est la version définitive qui constitue votre prévision, votre budget prévisionnel. Et cela aussi ne veut pas dire que ça là, vous allez consommer à 1 franc près. Puisque quand vous avez un budget, c'est une prévision de dépenses et à l'exécution, en fonction de la rigueur que vous allez mettre dans l'exécution de ce budget, vous pouvez faire moins et dégager encore des reliquats pour l'État. Donc c'est pour ça qu'il m'est très difficile de vous avancer des chiffres. Mais une fois qu'on aura fini le processus, je pourrais me prêter à cet exercice et vous dire dans les détails près combien nous avons dépensé, combien le processus d'actualisation 2019-2020 a coûté pour le contribuable béninois. Honorable Adamo, il y a une question épineuse à laquelle les députés n'ont jamais réussi pour le moment à apporter une réponse. C'est la question des nouvelles unités administratives. Dans le cadre de ces prochaines élections municipales et communales, êtes-vous déjà penché sur la question? Quelles sont les solutions que vous envisagez? Parce que c'est une réalité aujourd'hui qu'il faudra penser à ces citoyens-là, notamment ceux qui veulent être candidats dans ces différentes unités administratives. Oui, bon, c'est, je dirais, l'une des innovations du COS 2019-2020, parce que jusqu'au COS passé, il n'a été jamais, le fichier électoral national n'a été jamais adapté aux deux nouvelles lois, les lois 2015-01 et 2015-02, portant respectivement sur les unités administratives en République du Bénin et la cartographie électorale. Ces deux lois, la première sur les unités administratives a, disons, supprimé certains villages, et comme elle a aussi créé d'autres, certains villages et quartiers de ville, comme elle en a créé aussi. La deuxième aussi a supprimé certains centres de vote et en a créé aussi de nouveaux. Vous voyez, et donc comme il s'agit d'une élection de proximité, où on va parler en termes d'arrondissement, en termes de village, il était nécessaire pour nous d'ajuster le fichier électoral sur ces deux lois, et ce que nous avons fait, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons reçu beaucoup de requêtes, puisque nous avons sensibilisé les populations pour leur dire tel centre de vote n'existe plus, et il faut alors transférer, vous qui étiez dans ce centre de vote, il est nécessaire pour vous de transférer, de faire un transfert vers un centre le plus proche, parmi les nouveaux ou bien même d'autres anciens centres de vote de votre lieu de résidence. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une innovation de notre cause. Sinon c'est des éléments qui, après, si on ne les prend pas en compte, ça crée beaucoup de contentieux après les élections, beaucoup de recours au niveau de la Cour suprême,
qui est l'institution chargée de régler les contentieux de l'élection communale et municipale. Donc les villages, tous les villages aujourd'hui sont pris en compte. Est-ce qu'il n'y a pas de village en l'air, enfin même qui n'existe pas et pourtant tous les villages et tous les centres de vote, au terme des deux lois 2015-01 et 2015-02 sont prises en compte dans ce nouveau processus d'actualisation en cours à notre niveau. On va passer maintenant à l'actualité politique. C'est à moi, honorable Adam Mahoum. Aujourd'hui, on a, en tout cas, à partir de la concertation politique qu'il y a eu courant octobre dernier, on a donc droit à quelques tests qui ont été votés pour réorganiser désormais la vie politique nationale. Je veux parler du code électoral, on l'a suffisamment évoqué tout à l'heure, l'achat des partis politiques aujourd'hui, parler d'amnistie, etc. Aujourd'hui, quand on voit avec le recul, est-ce qu'on a fait une avancée véritable à partir de ces tests-là qui ont été révisés? Bon, moi je vais vous répondre oui. Et c'est tout heureux qu'on soit à ce niveau aujourd'hui et qu'on oublie un peu le vilain passé de février, mars, avril 2019. Oui, pour tout ce qui est passé dans notre pays. Le Bénin va continuer toujours à étonner, vous voyez, rapidement. La solution n'est pas toujours à l'international. La solution est beaucoup plus souvent réussie quand c'est à l'interne, quand c'est au niveau national. Le dialogue politique a réglé beaucoup de choses et je crois qu'on constituera encore un exemple pour beaucoup de pays. Ce dialogue qui a permis le vote de ces lois et qui a contribué beaucoup à l'apaisement de la classe politique. Et aujourd'hui, c'est tout heureux que je vois beaucoup de partis politiques qui n'étaient pas dans le jeu de 2019, dans les élections, se manifester aujourd'hui pour se préparer pour les élections communales et municipales. Et vraiment, on peut encore une fois dire que le Bénin a étonné. La rigueur qu'on avait imprimée, ou que les deux tests-là avaient imprimé justement au monde politique n'est pas relâchée totalement. On était dans une lancée honorable. Aujourd'hui, on a l'impression que bon, la vanne est ouverte, le boulevard est laissé à tout le monde, et puis bon, ça court dans tous les sens. Non, tout est assoupli, même le côté fiscal, désormais, lorsqu'on obtient. Non, la vanne n'est pas ouverte. Et ce n'est pas, on n'a pas reculé, loin de là. Au contraire, on a avancé. Vous savez, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas dû à la loi, mais dans la mise en œuvre de la loi. Et quand on voit qu'il y a beaucoup de problèmes administratifs, on ne peut pas encore continuer de foncer tête baissée pour dire, bon, quel que soit ce que ça va donner, on continue. Non. C'est ça qui nous a amené un peu, si je prends l'achat des partis politiques. Et nous avons fait la relecture juste pour éviter les allers-retours entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques. Une fois que le ministère a fait ses observations, si un parti essaie de régler les observations, le parti prend son papier. Il ne doit pas avoir de nouvelles observations. Voilà, donc ça par exemple, c'est quelque chose de très bien que nous avons. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de revenir à la case départ, alors même qu'avant le vote de ces lois-là, il y avait quand même des signaux de vos collègues qui étaient avec vous, qui annonçaient en tout cas pour la législature passée, qui prévoyaient ou en tout cas craignaient que ce qui est arrivé arrive dans le temps? Non, on n'a pas reculé, on n'est pas retourné à la case de départ. Vous voyez, on a quitté 200 et quelques partis politiques pour être à une douzaine aujourd'hui. C'est une grande avancée. Vous ne jurez de rien. Là, on a fait quoi? Une soixantaine d'années d'indépendance. Dans 60 ans, vous ne savez pas ce à quoi ça peut ressembler. Hein? Justement, et pour les personnes très, très bien avisées, observer un peu comment notre pays évolue, comment les choses se passent. Moi, j'ai comme l'impression que à une périodicité donnée, le Bénin fait toujours un grand pas. Observer de la période de la Révolution à la conférence nationale et de la conférence nationale maintenant à la date d'aujourd'hui. Vous me direz, ça fait environ 30 ans. Quand vous observez ces périodes-là, vous voyez que une fois que nous prenons, disons, une destinée pour notre pays, on choisit d'aller dans un sens et qu'on l'expérimente pour un temps. Et moi, je vois que la priorité, c'est autour de 25-30 ans. Pour un temps, nous faisons le bilan
et nous corrigeons ce qu'il faut, s'il faut corriger pour encore faire un grand pas. Lorsqu'on observe des années 60 à 90, on a vu tout ce qui s'est passé. En 90, on a pris une grande résolution pour dire non, on va arrêter tout ça. On a fait la conférence nationale, on a pris de nouveaux tests et tout ça. On l'a expérimenté jusqu'en, disons, 2019, je vais dire, environ encore 30 ans. Et ouais, il y a un calendrier qu'on non, c'est ça. J'observe avec vous, justement, ce n'est pas du miracle, mais on sent qu'après avoir expérimenté une politique donnée, stratégie donnée, le Bénin, le peuple béninois a envie de changer, et à chaque changement, nous posons toujours de grands pas, et c'est ça qui fait la fierté du pays. Et avec ça, je pense qu'on va demeurer toujours des exemples pour les autres pays. Okay, le nouveau code électoral propose une refonte du processus de mise en place de la liste électorale. Je crois que vous dirigez en ce moment l'un des sans doute derniers COS, l'EPI, puisqu'il est proposé la mise en place d'autres organes et la mise en place notamment d'une liste électorale informatisée provisoire qui, au bout d'un certain processus, va devenir une liste définitive. Parlez-nous-en, puisque vous êtes rapidement passé sur ces différentes dispositions du nouveau code électoral. Oui, bon, comme je l'ai dit, la partie qui concerne encore le COS LEPI, aujourd'hui, c'est les dispositions transitoires qui demandent que le COS continue et se renouvelle jusqu'en 2021. Donc après ça, c'est les nouvelles structures qui sont mises en place et au niveau national là, qui vont s'occuper de la liste électorale, notamment l'ANIP. L'Agence nationale d'identification des personnes, voilà, et certainement avec le fichier RAVIP, qui est un fichier très bien élaboré, très bien, disons, un fichier récent, et qui a pris en compte même depuis le bébé jusqu'aux vieilles personnes. Donc, tout ça existe, mais ce que nous, on retient, c'est que le processus continue avec la LEPI jusqu'en 2021, et une fois que on aura fini cette étape de transition, si je peux l'appeler ainsi. Les nouvelles structures, l'ANIP et autres, ils vont prendre la main. Les politiques vont se retirer donc de la conception du fichier électoral. Ils y étaient accrochés, devait-on dire, depuis cette histoire. Avec ce COS LEPI et son nom pléthorique. Des députés s'impatientent là. Ils veulent vraiment désigner le COS LEPI. C'est normal. Bon, les politiques étaient dedans, mais ils n'étaient pas des acteurs principaux, puisque le volet, la phase technique même est gérée par l'Agence nationale de traitement. Les politiques ne sont que à la supervision. Oui, mais si c'est ça, pourquoi est-ce qu'il faut les garder jusqu'en 2022? Enlevons-les tout de suite. Non, justement, on n'a pas voulu. Vous savez, le fichier électoral, tel qu'il dit, ça a une durée de vie. C'est, pour coïncidence, c'est pour vraiment la fin de la vie du fichier électoral. Les derniers nouveaux majeurs seront pris en compte en 2020 et ils sont de l'ordre de 103 000 et quelques. Selon les informations que nous avons reçues avec l'AMT, et ce serait fini. Le fichier électoral existant là sera caduc. Il y aura plus de nouveaux majeurs à intégrer et à partir de 2021. Et donc, voilà, il faudra reprendre le processus à zéro. Et comme déjà il y a un fichier existant et que la loi autorise, cette phase transitoire-là, dès qu'on prend les derniers nouveaux majeurs de 2020 en compte pour les élections présidentielles de 2021, c'est fini, c'est clôturé. Et la mort du fichier électoral même va entraîner, disons, le retrait des politiques du processus d'actualisation de la liste. Et l'ANIP va prendre le relais, comme la loi l'a recommandé. Et ce serait pour le bonheur de tout le peuple béninois. La nouvelle charte des partis politiques induira en mai prochain des élections plus inclusives, plus ouvertes. Beaucoup de partis se conforment en ce moment. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une très bonne nouvelle. Parce que d'avoir plus de concurrents. Une très bonne nouvelle, parce que lorsque vous êtes en politique et que vous n'avez pas beaucoup de concurrents, ça ne vous permet pas vous-même de jauger votre popularité de leader dans vos zones. Et donc c'est un grand plaisir pour nous de voir aujourd'hui toute la classe politique se mobiliser pour ces élections-là. Cela permettra à chacun de nous, leader politique de sa zone, de démontrer encore une fois qu'il est leader ou qu'il est leader de circonstances.
Hein, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est une bonne chose. Et l'animation de la vie politique pour les élections qui arrivent là, par toute la classe politique. J'ai entendu, j'ai suivi les derniers événements, beaucoup de partis politiques comme Restaurer l'Espoir, rentrer dans le jeu, en tout cas, réussir à avoir l'autorisation au niveau du récépissé, au niveau de leur parti. C'est toute une fierté pour notre pays. Si déjà les FCBE sont en jeu, Restaurer l'Espoir, tous les autres partis politiques, ça veut dire que... La bataille sera rude. Très rude, mais les meilleurs vont toujours gagner comme d'habitude. Pensez-vous que les partis politiques se sentent mieux aujourd'hui avec la charte là? Si, les partis politiques... Comment vous sentez? Vous ne sentez pas à l'exaigu là? Non, c'est très bien. Vous savez, la façon dont on fonctionnait aussi n'était pas très bien. C'était un bon diagnostic de revoir le système partisan chez nous et d'aboutir à ce que, vous voyez, un petit pays comme le nôtre, comme ça, avec 200 et quelques partis politiques, et ça sort, surtout à la veille d'une élection comme ça, et ça sort de toutes les rues, et vous allez à une élection communale où le parti politique ne positionne que dans un seul arrondissement, sur les 646, et ça, c'est pas un parti politique. C'est pas un parti politique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit là, c'est vraiment très bien. Et si davantage, on peut faire l'effort, et cela va s'observer à partir des élections qui viennent. Les communales vont passer, les législatives de 2023, et ça sera encore davantage filtré. Si nous sommes une douzaine aujourd'hui, peut-être en 2023, vous aurez 5 ou 6 partis politiques qui vont participer. Les partis qui n'auront pas réalisé un certain nombre de performances pendant 3 élections successives sont appelés à disparaître. Et certains même vont voir que ce n'est pas la peine qu'ils continuent en cavalier seul. Il vaut mieux rentrer dans les grands mouvements, dans les grands ensembles, et c'est ça qui va... Le problème que n'a pas résolu la charte des partis politiques, c'est les mouvements migratoires politiques. Ça s'observe actuellement. Aujourd'hui, le jeu est même beaucoup plus accentué entre les deux formations politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État. Quand c'est pas d'hier, c'est UP qui se renvoie, je dois dire, les militants aujourd'hui. Pourquoi vous aviez fait exprès de ne pas trouver une solution définitive à cette affaire de va-et-vient? Non, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas régler tous les problèmes d'un seul trait. Et tel que ça se passe, ce n'est pas très bien. Et surtout qu'à la veille d'une élection, comme ça, pour des raisons opportunistes, ou parce qu'on n'est pas sûr de gagner un positionnement là où on court vite pour aller dans un autre parti politique où on espère peut-être trouver meilleur positionnement. Ce n'est pas souvent bien, mais je pense que cette discipline doit être faite dans les partis, au sein des partis politiques même. C'est au niveau des tests des partis politiques même qu'on peut régler, à mon avis. Comment ça? Pourquoi vous n'avez pas pris une loi, par exemple, à l'Assemblée nationale pour régler définitivement la question de la transhumance? Bon, c'est comme je vous dis, ça va venir. On ne peut pas régler tous les problèmes d'un trait. Vous savez, les conditions dans lesquelles le dialogue politique a eu lieu, nous avons juste pris en compte les recommandations et les observations de toute la classe politique. Vous avez, par exemple, procédé à une relecture de la Constitution, vous avez corrigé beaucoup de lois, il y a même une loi d'amnistie. Pourquoi ne pas aller justement sur ce terrain? Bon, on comprend que ce sont les députés qui sont concernés au premier chef par le mercato politique. Est-ce que c'est ce qui explique cette frilosité qu'on peut observer au niveau de... Non, ce n'est pas ça. Ça va venir. Ça peut venir même demain, après-demain. Mais l'essentiel pour nous, c'est de mettre en œuvre déjà tout ce que nous avons fait comme innovation, tout ce que nous avons repris. Voilà, c'est de mettre en œuvre. C'est la première fois qu'on ira aux élections communales locales avec une douzaine de partis politiques. Avant, c'est près de 200, 300. Il y a des partis qui ne positionnent que dans un seul arrondissement. Et donc, expérimentons ça. On va faire le bilan, on va faire l'évaluation et tirer les conclusions. Et s'il est nécessaire de passer maintenant à la prise d'une nouvelle loi, comme nous sommes dans les réformes, nous allons prendre les initiatives. Vous avancez l'idée de la discipline à partir des partis politiques. Comment ça va se faire? C'est-à-dire qu'il faut fermer la porte à ceux qui veulent entrer ou bien comment ça va se faire la discipline? Non, bon, ce que je vais vous dire, c'est mon point de vue. Et moi, mon point de vue personnel, et quand je parle de discipline du parti, on ne peut pas, à mon avis, abandonner quelqu'un, par exemple, qui militait depuis des années au sein d'un parti politique, fidèle à tout ce que le parti fait, et subitement, à la veille d'une élection, trouver un joker et venir positionner
moi, mon avis personnel... Mais si le jeu, c'est de gagner dans un espace géographique donné, et que bon, celui qui vient, il a quand même un poids, et que le parti n'a pas une pièce de rechange, justement, dans cet espace-là, ben, il n'a pas le choix. L'expérience a toujours montré que les jokers qu'on prend dans ces conditions, quand bien même vous gagnez, ça ne finit toujours pas bien à la fin. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui n'a fourni aucun effort au sein du parti politique, qui n'a pas milité, il y a des gens là et qui tout le temps travaillent pour le parti et subitement c'est lui qui vient et devient leur élu ou leur responsable. Ça pose un problème d'éthique. Moi, à mon niveau personnel, ça pose un problème d'éthique. Et donc, gagner dans ces conditions, oui, si le monsieur est effectivement quelqu'un de taille au niveau de la circonscription électorale, vous pouvez gagner. Maintenant, bon, après la victoire, est-ce que les choses vont bien se passer jusqu'à la fin? C'est là la grande difficulté. Et donc il faut penser aussi à ça. Quand vous êtes né, c'est-à-dire le Bloc républicain et l'Union progressiste, vous avez annoncé l'idéologie qui caractérisera désormais ces différents partis politiques. Mais on observe des mouvements, une transhumance entre ces deux différents partis. Comment cela peut s'expliquer? Justement, c'est ça que je vous dis. Mais... les militants n'étaient pas convaincus dès le départ. Non, ce n'est pas ça. L'idéal que vous avez, même au sein des partis ne sont pas encore enracinés. Non, ça n'a jamais changé au niveau des partis politiques. Chacun des partis politiques, en tout cas pour ce qui concerne l'Union progressiste, rien n'a changé dans nos tests fondamentaux. Bon, au contraire, les leaders ou les personnalités qui viennent vers nous, c'est peut-être des personnalités qui ont abandonné leur idéologie politique et ils ont trouvé que c'est mieux chez nous, à l'Union progressiste, et c'est pour ça qu'ils viennent. Et donc ils sont obligés de s'adapter à nos tests, à notre idéologie, à tout ce que nous faisons au sein du parti. Bon, vous savez, notre processus est un début. Même tous ces mouvements migratoires-là, comme je l'ai dit, avec la discipline au sein des partis politiques, ça va se corriger dans le temps. Nous sommes au début d'un processus que nous venons d'engager au niveau de la classe politique tout entière. Il peut y avoir quelques flottements à tout début, mais après une première échéance électorale, les communales que nous voulons faire maintenant, et les législatives peut-être de 2023, vous allez voir, les choses vont rentrer dans l'ordre, et peut-être même d'une douzaine de partis politiques, nous allons revenir à une demi-douzaine. Sur ce marché des transferts, on observe que vos amis du Bloc républicain sont plus actifs que vous, ils paraissent plus attractifs que vous. Qu'est-ce qui ne va pas à l'UP? Pourquoi l'UP n'attire pas? Pourquoi? Non, et l'UP attire. Ce qu'il faut observer, c'est que bon, l'UP a fait une option de ne pas toujours médiatiser ces communication à l'UP. Ces transferts dont vous parlez. Il est très difficile d'avoir des responsables de l'UP qui interviennent sur les médias. Non, ce n'est pas ça. C'est que à la veille d'une élection comme ça, nous avons fait l'option de faire moins de tapage. Ce n'est pas le bruit qui fait le résultat. Ce n'est pas le bruit qui fait le résultat. Nous travaillons de façon très efficace. Et vous allez observer notre place de premier que nous avons occupée aux élections. La stratégie pour obtenir les 10%? Non, ce n'est pas ça. Il faut travailler et réfléchir sur des stratégies sans tapage, sans la presse. Et c'est dans la mise en œuvre que vous allez découvrir qu'on travaillait sans faire beaucoup de bruit. Mais vous laissez passer beaucoup de gens, hein? Enfin, vous laissez partir beaucoup de gens. Non, justement, on ne recrute pas pour recruter, comme je vous l'ai dit. On ne recrute pas pour recruter et ce n'est pas tout le monde qui nous intéresse. Donc, comment va l'UP? Comment est-ce qu'elle se prépare pour l'échéance prochaine? Très bien, de façon, disons, assidue. Nous faisons nos réunions, nous nous organisons pour les échéances et comme je vous l'ai dit, on n'est pas premier pour rien et on ne pense pas reculer. Les élections vont nous faire découvrir que l'UP est effectivement... Être premier sur deux, ce n'est pas quand même palmarès. Justement. Puisque désormais, il y aura dans la classe... C'est pour ça que nous sommes très contents du fait que tous les autres partis politiques, notamment l'opposition, s'intéressent aux élections qui viennent. Ça permettra de juger si la victoire ou la place occupée aux dernières élections, si c'est pour la circonstance ou si effectivement on est les meilleurs. C'est avec plaisir que nous allons encore vous démontrer que nous sommes les meilleurs actuellement. Comment comptez-vous obtenir les 10% dans un contexte où il y a une douzaine de partis politiques dans la compétition, y compris les FCDE, restaurer l'espoir? Non, l'UP et l'Union progressiste, si vous voyez sur le terrain la cartographie politique
de l'UP, vous n'avez pas à douter des 10%. Nous n'avons pas, nous ne faisons pas de remplissage dans les arrondissements et autres. Nous avons de véritables candidats. C'est des candidats que nous avons. Et donc, non, il y a beaucoup. Parmi la douzaine que vous citez, il y en a. Je ne vais pas donner. La bataille de Cotonou, elle, au moins, on peut en être sûr. Elle va être redoutable. Après, à Cotonou, les deux blocs réunis, c'est pas fameux en termes donc de chiffres lorsqu'on tient compte des dernières législatives, malgré qu'ils aient été seuls sur le terrain. Et aujourd'hui, face aux autres partis politiques qui ont également le mot à dire dans Cotonou, le PAD, Restaurer l'Espoir, FCBE, etc. Quelles sont les armes de l'Union progressiste du bloc républicain aujourd'hui pour relever le défi à Cotonou? Non, la bataille sera rude, pas seulement à Cotonou. Vous savez, bon, si aux élections législatives, les autres partis n'ont pas pu participer et que maintenant ils s'apprêtent, il faut savoir que ce ne serait pas une mince affaire. Le combat sera rude pour tout le monde. Mais nous, à l'Union progressiste, on n'a pas peur d'un candidat, quelle que soit sa provenance. Que ce soit un candidat du PRD, des FCBE, même du bloc républicain, nous affûtons nos armes pour gagner. On va pour gagner les élections et toujours montrer que nous sommes le premier parti politique, le plus grand parti politique du Bénin. Et comme je vous l'ai dit, c'est sans grand bruit, vous allez voir dans la mise en œuvre les résultats et on pourra encore revenir en parler ici sur votre plateau. À Cotonou, quel est votre joker? Non, nous n'avons pas fini le positionnement, donc permettez que je ne vous donne pas de nom. Justement. On n'a pas fini les positionnements. Nous sommes en plein processus de désignation des candidats et des positionnements. Donc, d'ici peu, avant même l'ouverture officielle par la Sénat des candidatures, l'Union progressiste va investir ses candidats et vous serez informés de notre joker à Cotonou. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons pour gagner toutes les grandes villes, et y compris sur nos villes secondaires. C'est qu'il y a une guerre de positionnement dans l'ensemble des partis politiques, même s'il y en a qui font des communiqués pour recruter des candidats. Mais à l'Union progressiste, comment vous gérez justement les conflits de leadership, les guerres d'intérêt autour de cette question? Non, il y en a partout. C'est dans tous les partis politiques. Et c'est ça qui fait même la vie d'un parti politique. Si dans un parti politique, à la veille d'une élection comme ça, il n'y a pas de guerre au niveau des candidatures, de guerre au niveau du positionnement, c'est que ce n'est pas un véritable parti politique. C'est ça qui anime même le parti politique. Mais le plus important, c'est de réussir à sortir de cette multitude de candidatures, de réussir à sortir les meilleurs candidats qui vont faire gagner le parti politique. Et c'est ce que l'Union progressiste fait, sans grand bruit. Même si on a l'impression que ça pose des frustrations et explique même les départs actuels. Les frustrations, il y en aura toujours. Les frustrations, il y en aura toujours. Et ce ne serait pas seulement au sein de l'Union progressiste. Mais normalement, la discipline du groupe doit mener à ce que les gens patientent. Si aujourd'hui on constate que ce n'est pas ton tour, bon, tu dois normalement prendre le temps. Et c'est parce que nous sommes dans une disposition transitoire que l'Union progressiste choisit encore ses candidats comme ça par désignation. Sinon, nos tests ont prévu les primaires et je pense que les élections après ces communales-là, les élections prochaines, nous allons véritablement organiser les primaires pour que nos candidats soient désignés rigoureusement selon les tests du parti et ça va faire la fierté de nos militants. Jérémy Adombaou, président du COS, l'EPI, le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. Nous sommes au thème de cette émission. Votre mot de la fin? Le temps est vite passé. Non, je vous remercie pour cette émission encore qui va permettre à nos militants d'être rassurés, à nos populations d'être rassurés que la liste sera remise à la Sénat à bonne date. Et nous profitons encore de ce moment pour dire aux nouveaux majeurs que dès que le processus d'enregistrement des données à caractère personnel, notamment les empreintes digitales et les photos, lorsque ce processus va démarrer vers le 23 de ce mois, février, et qu'il sorte rapidement et massivement pour se faire enrôler, ça va durer environ seulement une semaine, ce qui va leur permettre d'avoir leur carte d'électeur et de voter. Et remercier Canal 3 pour tout le travail que vous faites.
Et nous sommes disposés à répondre encore à vos invitations pour discuter les questions politiques, les questions de développement et la vie des partis politiques. Merci à vous. Merci, honorable Jérémy Admaou. Merci, Tanguy Agoy. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Vous retrouverez dans 90 minutes le grand format avec Idrissou Boukari. Portez-vous bien.